En cette fin d'année, et pour faire le bilan, on a demandé à ChatGPT quels étaient les a priori les plus courants sur le métier de chasseur de tête. Julien et Sylvain, munis de leurs plus beaux pulls, répondent à ces idées reçues. C'est parti? Les chasseurs de tête utilisent des méthodes agressives et ne sont motivés que par les commissions. Alors là, ça démarre fort. Ça démarre fort. La belle opinion de ChatGPT vis-à-vis des chasseurs de tête en tout cas. Tu veux démarrer peut-être? Allons-y. Alors, je comprends effectivement pourquoi on peut avoir ce syndrome de penser que les chasseurs de tête ne soient motivés que par les commissions. Notre mode de rémunération, il est lié à une commission pour un placement. Ça, c'est tout à fait exact. Après, je pense qu'il y a plusieurs manières aussi de faire le job. Il n'y a pas uniquement cette manière très agressive. On peut penser des fois qu'on met un peu de pression sur les candidats, mais c'est uniquement pour faire avancer les choses. Donc c'est vrai que ça peut donner cette impression, mais en réalité, notre métier il est surtout humain avant tout. Il n'est pas lié qu'à l'argent. Enfin, je ne sais pas quel est ton avis. Peut-être pour aller apporter un peu plus d'explications là-dessus, sur l'a priori là, ça fait référence à la nature même du job. On est orienté résultat et on est souvent mis en concurrence avec d'autres chasseurs de tête, d'autres recruteurs. C'est peut-être un peu exagéré effectivement, mais cette orientation résultat, elle est là et elle existe effectivement. Maintenant, moi je trouve qu'elle est positive. Je pense qu'il faut bien la doser et elle est positive dans le sens où, encore une fois, nous sommes rémunérés pour faire avancer les choses, faire en sorte que nos clients puissent recruter. Donc oui, orientation résultat, mais maintenant la poursuite de la commission, du bonus, n'est pas l'unique driver effectivement. L'aspect humain est important. Si on était drivé que par les commissions, on pourrait très bien faire d'autres jobs de commerciaux où la partie humaine serait moins prépondérante. Absolument. Mais j'ajouterais aussi que c'est ce qui nous différencie le plus finalement d'un recruteur en interne. Le recruteur en interne, c'est plutôt une obligation de moyens. Il fait tout ce qu'il peut finalement pour recruter les personnes qui sont en adéquation avec sa culture d'entreprise et avec les jobs qui sont ouverts. Et en même temps, nous, c'est vraiment une obligation de résultat parce que c'est vrai que si on ne place pas des candidats chez nos clients, à la fois nos clients sont déçus de notre prestation parce que c'est ce qu'ils attendent de nous, qu'on trouve des candidats qui répondent au cahier des charges. Et en même temps, nous, de notre côté, c'est aussi la manière dont on est rémunéré. Les chasseurs de tête ne travaillent qu'avec de grandes entreprises. Quelque chose qu'on entend souvent, ça. C'est vrai que j'ai souvent la remarque, on me fait souvent la remarque, les candidats, les clients me disent les grandes entreprises vont travailler avec des chasseurs. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être une idée reçue. Est-ce qu'il y a cette notion de moyens derrière? Est-ce qu'il n'y a que les grandes entreprises qui peuvent se permettre de faire appel à un chasseur de tête? C'est complètement faux en fait. Nous, on le voit dans notre portefeuille de clients, on a autant de très petites entreprises et de très grandes entreprises. Alors les petites, pourquoi? Parce que justement, elles peuvent avoir une sorte de déficit de réputation ou d'image. Et donc, ça nécessite pour elles de faire appel à une aide extérieure pour recruter. Mais à l'inverse, c'est pas parce qu'une entreprise est grande et bénéficie d'une réputation internationale qu'elle n'aura pas besoin de recruter. Absolument, et puis c'est vrai que les petites entreprises, souvent elles n'ont pas forcément de département RH, de personnes aux ressources humaines. Et donc nous, ça nous permet vraiment d'être une belle alternative à ça et de pouvoir apporter aussi peut-être un peu plus d'advisory qu'on le ferait pour les grandes entreprises qui sont aussi staffées à ce niveau-là. Donc je pense qu'effectivement, il y a un intérêt pour les grandes entreprises, il y a un intérêt pour les entreprises de taille moyenne, il y a aussi un bel intérêt pour les petites entreprises. Donc clairement, les chasseurs de tête ne sont pas uniquement destinés à travailler avec des grands groupes internationaux, bien au contraire. Il y a des avantages dans tous les cas de figure. Les chasseurs de tête se soucient uniquement des besoins de l'entreprise cliente sans prendre en considération les aspirations des candidats. Je ne suis pas du tout en accord avec cette idée reçue. C'est du bon sens. En tant que recruteur, on est rémunéré pour trouver un candidat qui correspond à un cahier des charges, à des critères donnés par nos clients. C'est juste pas possible, en tout cas de notre point de vue, de présenter des candidats qui ne sont pas en accord avec les attentes des clients et inversement. Clairement, un intermédiaire, ça signifie qu'on doit trouver un accord entre deux parties différentes. Donc, si on était uniquement focus sur le besoin du client, on n'arriverait pas à faire notre métier correctement. Et donc, il faut bien évidemment prendre en considération aussi les attentes des candidats, ce qu'ils souhaitent pour leur future carrière, ce qu'ils souhaitent comme next step professionnel. C'est super important.
Je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération et j'ai envie de dire, a fortiori ces dernières années, puisque c'est vrai que ces dernières années, on était clairement dans un marché de candidats, donc les candidats avaient le choix et a fortiori, il fallait encore mieux comprendre leurs aspirations, leurs attentes pour les matcher avec ce qu'il fallait du côté des clients. Donc clairement, on n'est pas d'un côté ou de l'autre en fait, on va être des deux côtés pour trouver un accord entre deux parties. Ouais, pour terminer, je dirais peut-être qu'un recrutement est réussi si le candidat recruté reste à long terme dans la compagnie. Donc effectivement, si ces aspirations n'ont pas été prises en compte dans un recrutement, ça va se ressentir et il y aura forcément un mismatch à court terme, qu'une démission ou une rupture de période d'essai ou autre. C'est juste la base de prendre en compte les aspirations des candidats dans un recrutement. Les processus sont opaques et les chasseurs de tête ne dévoilent pas pleinement les détails des postes ou des entreprises pour lesquelles ils recrutent. Des fois, les processus sont aussi opaques pour le chasseur de tête en réalité. Donc ça veut dire que c'est vrai que les processus peuvent être opaques. Ça vient aussi parfois, malheureusement, des clients qui ne donnent pas forcément suffisamment d'informations. J'ai envie de dire, le recrutement, c'est uniquement ça. C'est un manque de communication, que ce soit du côté des clients ou du côté des candidats. Je pense qu'on peut gagner en transparence, on peut gagner en communication pour que tout soit plus clair. Et c'est vrai que le chasseur de tête sert à ça aussi, au contraire, à donner plus d'informations que la société en interne ne pourrait donner. Par exemple, on peut parler plus facilement de budget quand on est chasseur de tête. C'est un sujet qui est difficilement abordé finalement par les clients directement. Nous, on l'aborde sans aucun problème à des stades préliminaires en fait au niveau du recrutement. C'est le principe de l'intermédiation, c'est confier certains sujets qu'on ne peut pas évoquer en direct à un tiers qui sera beaucoup plus à l'aise, lui, pour évoquer ces aspects-là. Après, processus opaque, je suis 100% d'accord avec toi, comme souvent. Il y a un aspect important, c'est la confidentialité, qui est une valeur et une notion phare de notre métier. Et donc effectivement, surtout au départ, je sais que nous, on a cette méthode de travail, on dévoile le nom de nos clients ou les informations précises de nos clients le plus tard possible. On essaye de valider d'abord le fait que le candidat puisse correspondre à la recherche du client avant de lui dévoiler toutes les informations. Encore une fois, par souci de confidentialité et de discrétion. Donc au départ du processus, c'est clairement voulu. Après, effectivement, on peut également subir cette situation en milieu de process. Seuls les candidats déjà bien établis ou les professionnels haut placés sont contactés par les chasseurs de tête. Ça a pu être vrai par le passé, je pense, mais dans le contexte actuel où justement on fait face à une pénurie de candidats, c'est plus du tout le cas en fait. On est sollicité également pour recruter des profils, même juniors. Alors après, en fonction de la stratégie de l'entreprise, du cabinet de recrutement, soit on fait, soit on ne fait pas. Mais donc on ne parle pas uniquement de salaire ou de nombre d'années d'expérience. Le critère, ça va être également la rareté du profil et aussi la technicité du profil. Je vais même aller plus loin, c'est peut-être un peu controversé, mais j'ai l'impression que ces dernières années, ça a été plus difficile de recruter des profils juniors quand on est chasseur de tête que des profils plutôt seniors, des profils établis, voire des membres du comité de direction, pour pas mal de raisons, notamment l'habitude des candidats. Il y a certains candidats qui sont beaucoup plus habitués à travailler avec des agences de recrutement, des cabinets de chasseurs de tête, et notamment ce sont les candidats les plus seniors, les plus établis, qui ont cette habitude de dialogue. Les candidats plus juniors ont plutôt, j'ai envie de dire, cet aspect d'être proactif habituellement, de vraiment postuler, et ils n'ont pas forcément vraiment conscience qu'ils peuvent aussi être sollicités par un third party. Il y a aussi cette nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi, les millennials, qui sont peut-être aussi beaucoup moins concernés par des aspects j'ai envie de dire de travail, de job, d'évolution professionnelle, et donc ils sont beaucoup plus difficiles à convaincre finalement de changer de job. Et ça, je pense que voilà, on fait face à tout ça, mais en tout cas pour répondre au cliché, clairement les chasseurs de tête peuvent servir à tout type de profil, peu importe la seniorité, même si bien évidemment pour une entreprise on va apporter beaucoup plus de valeur ajoutée quand on va recruter un membre du comité de direction qu'un profil plus junior. Rien à ajouter. Les chasseurs de tête ne connaissent pas assez bien les métiers ou les secteurs pour lesquels ils recrutent. C'est un sujet très intéressant et c'est ce qui permet
aux recruteurs qui maîtrisent les secteurs dans lesquels ils recrutent de se singulariser et de se différencier. Justement, je pense que c'est la clé, clairement, parce que comment pouvoir bien sélectionner un candidat si on n'est pas bien renseigné sur son métier, sur les aspects techniques, les spécificités d'un domaine, comment instaurer un dialogue et une vraie relation suivie avec un candidat, avec un professionnel. Si on ne parle pas le même langage, ça va juste être impossible. Et donc c'est clairement un aspect qui est clé. Pour nous en tout cas, c'est une différence stratégique et indispensable. Bien maîtriser le secteur dans lequel on recrute afin d'instaurer un vrai dialogue et une vraie relation de confiance avec les professionnels, mais également les clients. Ouais, absolument. C'est vrai que pour rebondir, je pense qu'il y a vraiment deux aspects essentiels dans le métier de chasseur de tête. C'est la partie technique, clairement, la connaissance du métier, du secteur, et la partie quand même RH. Donc une bonne compréhension, un bon niveau d'empathie pour bien appréhender aussi la personnalité des candidats qu'on va interviewer et justement leur attente, leur drive en fait, ce qui va pouvoir les driver pour la suite. Et je pense que c'est ça aussi toute la difficulté du métier, c'est cette ambivalence constante qu'il y a entre la connaissance des métiers, la technicité, mais également cet aspect empathique. Et d'ailleurs, pour répondre au cliché aussi de manière définitive, c'est aussi pour cette raison qu'il y a certains chasseurs de tête qui viennent du business à la base, puisque justement avec cette connaissance, avec leur liste de contacts du business, ils estiment pouvoir faire un excellent job en tant que chasseur de tête. Il y en a certains aussi qui se rendent compte qu'il n'y a pas que ça dans le métier, qu'il y a aussi une partie effectivement personnalité importante. Les chasseurs de tête ne sont pas en conformité avec la réglementation liée à la protection des données personnelles. Ça, j'ai l'impression que spontanément, celle-ci, elle est plutôt vraie. Celle-là, spontanément, tu vois, je la lis, je comprends pourquoi effectivement il y a certains candidats, certains clients qui peuvent penser ça. Exact, ouais, c'est vrai que plusieurs fois on nous a remonté des exemples de cabinets dont on taira le nom ou qu'on ignore, mais qui présentaient spontanément des profils de candidats à des clients sans forcément avoir le consentement du candidat. Là, effectivement, ça peut avoir des conséquences catastrophiques pour le candidat qui n'a rien demandé. Tout à fait. Et aussi en termes de réputation et de professionnalisme pour le cabinet en lui-même. C'est effectivement un sujet très important et central pour nous dans la manière de faire notre métier. Donc toujours avoir le consentement du candidat pour être présenté, l'obligation de l'interviewer et de le rencontrer sont des aspects quand même qui paraissent évidents, mais malheureusement pas pour tout le monde. Les chasseurs de tête ne sont que des intermédiaires coûteux entre les entreprises et les candidats. Les deux parties pourraient se trouver mutuellement sans leur intervention. J'ai souvent entendu ça, la fameuse boîte qui permet de créer des CV. J'avais des clients qui me disaient mais Sylvain, ça c'est facile, voilà, c'est un CV que tu sors de ta poche, c'est un CV que tu vas sortir de ton sac. Malheureusement, c'est pas si simple que ça. J'adorerais le job si c'était le cas, mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Déjà, si nous étions que des intermédiaires coûteux dont on pourrait se passer, on ne ferait pas autant appel à nous et il n'y aurait pas autant de recruteurs sur le marché. C'est clairement qu'il y a une demande et une utilité. Celle-ci, elle s'explique par le fait que du point de vue du candidat ou du point de vue de la compagnie qui recrute, les visions sont assez tronquées et partielles. Et on a un job qui est quand même ingrat dans le sens où très peu des parties pour lesquelles on travaille, donc candidat client, ne se rendent compte malheureusement de la totalité de notre travail en fait. Il y a énormément de travail qui est fait sous le radar et c'est peut-être ce qui est à l'origine de cet a priori-là, cette idée reçue. Et on a toujours tendance aussi à considérer que le recrutement c'est facile. Personne ne vous dira qu'il est un mauvais recruteur, tout comme personne ne vous dira qu'il est un mauvais manager. Là, c'est un petit peu la même chose. Et en réalité, voilà, le recrutement, c'est quand même technique. Il faut avoir certaines connaissances, il faut avoir certaines compétences. Donc, on ne fait pas du recrutement comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être cette impression qu'on est coûteux. En réalité, on apporte une valeur ajoutée à l'entreprise. Et dans tous les cas, l'entreprise s'y retrouve. Je veux dire, trouver un candidat qui correspond parfaitement aux attentes et qui va rester sur le long terme, ça fait beaucoup plus de sens que d'aller à la pêche sur le marché sans être aidé par un professionnel. Il y
y a d'autres aspects aussi, puisque c'est pas que interviewer des personnes ou que uniquement envoyer un CV. Le chasseur de tête n'est pas une boîte aux lettres. Il y a énormément d'outils, puisqu'aujourd'hui le métier s'est complètement digitalisé, donc d'outils IT dans lesquels il faut investir. Et le sourcing en lui-même est chronophage et donc logiquement assez coûteux. Donc il y a tous ces aspects-là en amont qu'il faut prendre en compte dans le processus dans sa globalité. Les chasseurs de tête ne proposent que des candidats issus de cercles restreints ou des réseaux déjà établis, limitant ainsi la diversité des profils présentés. Je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la digitalisation du métier. Aujourd'hui, tout est rendu public où notre pratique, elle est fortement orientée IT maintenant, de plus en plus. Et de moins en moins sur des aspects réseau à l'ancienne, même si ça existe toujours et c'est souvent comme ça qu'on peut faire la différence. Et donc, c'est de moins en moins vrai, je dirais. Aujourd'hui, globalement, on a tous accès plus ou moins au même réseau, en fait. Tout à fait. Grâce à LinkedIn notamment, on va être honnête. Je voulais pas citer notre outil phare. C'était notre recette secrète. Le secret professionnel, non, je plaisante. Secret polichinelle, bien sûr. Mais en gros, voilà, les réseaux sont quand même open source et accessibles à tous. C'est la manière de les utiliser, voilà, de les solliciter, qui va être différente et qui va faire la différence. Le recrutement par le biais de chasseurs de tête est toujours plus rapide que les processus traditionnels. Je suis assez satisfait d'avoir un cliché de la sorte. Ouais. Effectivement, c'est généralement plus rapide. D'ailleurs, on a évoqué un petit peu le sujet au départ, mais c'est plus rapide parce que le chasseur de tête est là aussi pour rendre le processus plus efficace. Plus efficace pour le client, plus efficace pour les candidats également. Passer par un chasseur de tête, c'est aussi s'assurer en tout cas d'un processus qui soit beaucoup plus orienté candidat. Optimisé. Et optimiser effectivement les différents aspects du processus pour que tous les parties soient dans une relation gagnant-gagnant. Si une société fait appel à un recruteur, c'est justement, souvent, pas toujours, parce qu'elle a échoué à recruter seule. Et donc elle fait appel à un service, à un prestataire externe pour réussir là où elle éprouve des difficultés. Donc soit parce que ça prend trop de temps, soit parce que c'est juste pas possible pour elle. Donc effectivement, là c'est complètement vrai. Les chasseurs de tête se désintéressent du sort des candidats après les avoir placés. Je dirais pas pendant les 6 premiers mois. Pas pendant la période de garantie. Pas pendant la période d'essai, c'est ça. Non, blague à part, on n'a pas d'intérêt à se désintéresser de nos candidats. Alors effectivement, on a du volume, donc je pense que on s'intéresse jamais assez à nos candidats. Mais en tout cas, on essaye de faire le maximum parce que derrière, je vais un peu me contredire par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les réseaux. Notre plus-value aussi, et notre intérêt pour travailler d'une manière optimale, c'est de créer un réseau. Justement, un réseau de relations, de professionnels sur le marché. Et donc, ça passe par entretenir une bonne relation avec déjà les candidats recrutés et placés. À long terme, parce que souvent ce sont des ambassadeurs, on le dit souvent, un candidat peut devenir un client par exemple. Absolument, ouais, tout à fait. Et un client peut devenir candidat aussi. Ouais, absolument, c'est vrai, c'est une super remarque. Je pense que de manière générale, on s'intéresse forcément beaucoup plus aux candidats qu'on a placés parce qu'on a une relation privilégiée avec ceux-ci, mais c'est vrai qu'on va de toute façon avoir des relations, on essaye en tout cas de créer des relations de long terme avec tous les candidats, puisque ces candidats peuvent devenir des clients potentiels, a fortiori à Luxembourg, on est sur un petit marché, donc tout peut se passer à Luxembourg, et donc c'est pour ça que dans tous les cas, il faut garder des très bonnes relations avec les candidats, et oui, et surtout les candidats qu'on a placés, puisque on les a fait, si on leur a donné un coup de main, on va dire, pour qu'ils progressent dans leur carrière professionnelle. Et en même temps, c'est vrai qu'ils travaillent chez nos clients et donc on a un intérêt particulier à conserver cette bonne relation que l'on peut avoir avec les différentes parties. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur ? Ah, je l'attendais celle-là. C'est pas du tout la même chose en réalité. Il y a le bon chasseur, il y a le mauvais chasseur. Ouais. C'est comme il y a le bon candidat, il y a le mauvais candidat. C'est pas la même chose en fait. On peut pas confondre. Le bon chasseur, il va sur LinkedIn, il source. Le mauvais chasseur, il va sur LinkedIn, il source. En fait, le mauvais chasseur, il a un mandat, il utilise LinkedIn, il source, mais c'est un mauvais chasseur en fait. Alors que le bon chasseur, il a un mandat, il va sur LinkedIn et là il source. Il va vraiment sur LinkedIn, il source. Il source. Je pense qu'il faut vraiment l'expliquer parce que sinon les gens comprennent pas. Il faut l'expliquer aux gens. C'est tellement il y a une vraie différence.
toute l'équipe de Talent Resourcing vous souhaite de bonnes fêtes.